Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir, comme toujours, de vous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission littéraire quotidienne sur des mythes. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre si l'émission est programmée un peu trop tard pour vous ou un peu trop tôt, ça dépend à quelle heure vous vous levez ou à quelle heure vous vous couchez. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr la revoir, les revoir grâce au replay et grâce au hashtag VBN qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Alors pour ça, comment vous faites? Vous prenez votre petit ordinateur, vous tapez Voyage au bout de la nuit, Facebook, Twitter. On a une page consacrée à l'émission. Et nous, lecteurs, on est présents sur Twitter, on a nos comptes perso. Vous pouvez évidemment nous écrire, nous faire des suggestions. Et sachez que ceux qui m'ont envoyé des propositions de costumes, je les ai retenus et que je prépare quelque chose pour les émissions à venir. Voilà, ceci étant dit, on va poursuivre la lecture de Jacques le Fataliste, de Denis Diderot. Alors Denis Diderot, on l'aime bien à Voyage, on l'aime bien. On en a lu quelques-uns de ses bouquins. Je me souviens notamment, alors on n'a pas lu l'encyclopédie évidemment, mais on avait lu, qu'est-ce qu'on avait lu? On avait lu Les Bijoux indiscrets, je me souviens, et puis certainement d'autres. Alors pour un petit rappel, Denis Diderot, il est né en 1713. C'était il y a longtemps. Et puis son père a de grandes aspirations pour lui. Il a envie de le faire moine, de le faire curé, de le faire rentrer dans un métier qui fait corps avec la religion. Et en 1723, pour ceux qui aiment bien les dates, on l'envoie au collège des Jésuites. Voilà. Et puis il va faire toute sa scolarité là-bas. Et puis c'est très drôle, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Denis a 13 ans, on lui fait une tonsure, mais c'est terrible, vous imaginez le pauvre petit, il est ado et on lui fait une tonsure de moine qui doit ressembler à son grand-père, et là vient une énorme crise religieuse, un doute profond qui va en fait l'éloigner de tout ce monde un peu clérical. Et puis il va faire ensuite la connaissance d'Antoinette, alors Anne-Antoinette Champion. Elle a un nom de championne, qui deviendra du coup sa femme, avec qui il aura des enfants. Son père, par contre, veut toujours le faire interner dans un monastère, mais ça ne lui plaît pas du tout. Il va s'évader d'ailleurs, et puis il va épouser clandestinement sa femme, du coup, Antoinette Champion. Et puis il va se jeter à corps perdu dans le travail, et puis il va devenir du coup cet écrivain prolifique qu'on connaît. Voilà, c'est pas la peine que je vous continue la biographie jusqu'à sa mort, pardon. Je reprends tout de suite la lecture où je me suis arrêtée. Donc Jacques le Fataliste, c'est l'histoire d'un aristocrate et de son maître qui partent en voyage et qui vont rencontrer plein de gens intéressants sur leur chemin. Voilà, si vous avez manqué le début, il y a les replays pour ça. C'est parti, bonne lecture. Je ne sais où l'hôtesse, Jacques et son maître avaient mis leur esprit pour n'avoir pas trouvé une seule des choses qu'il y avait à dire en faveur de mademoiselle du Quesnoy. Est-ce que cette fille comprit rien aux artifices de la dame de la Pommeraye avant le dénouement? Est-ce qu'elle n'aurait pas mieux aimé accepter les offres que la main du marquis et l'avoir pour amant que pour époux? Est-ce qu'elle n'était pas continuellement sous les menaces et le despotisme de la marquise? Peut-on la blâmer de son horrible aversion pour un état infâme? Et si l'on prend le parti de l'en estimer davantage, peut-on exiger d'elle bien de la délicatesse, bien du scrupule dans le choix des moyens de s'en tirer? Et vous croyez, lecteur, que l'apologie de Madame de la Pommeraye est plus difficile à faire? Il vous aurait été peut-être plus agréable d'entendre là-dessus Jacques et son maître. Mais il avait à parler de tant de choses plus intéressantes qu'ils auraient vraisemblablement négligé celle-ci. Permettez donc que je m'occupe un moment. Vous entrez en fureur au nom de Madame de la Pommeraye et vous vous écriez « Ah, la femme horrible, l'hypocrite, ah, la scélérate !» Point d'exclamation, point de courroux, point de partialité, raisonnons. Il se fait tous les jours des actions plus noires, sans aucun génie. Vous pouvez haïr, vous pouvez redouter Madame de la Pommeraye, mais vous ne la mépriserez pas. Sa vengeance est atroce, mais elle n'est souillée d'aucun motif d'intérêt. On ne vous a pas dit qu'elle avait jeté au nez du marquis le beau diamant dont on lui avait fait présent. Mais elle le fit, je le sais, par des voies beaucoup plus sûres. Il ne s'agit ni d'augmenter sa fortune, ni d'acquérir quelques titres d'honneur.
Quoi ? Si cette femme en avait fait autant pour obtenir à un mari la récompense de ses services, si elle s'était prostituée à un ministre ou même à un premier commis, pour un cordon ou pour une colonelle, au dépositaire de la feuille des bénéfices pour une riche abbaye, cela vous paraîtrait tout simple. L'usage serait pour vous. Et lorsqu'elle se venge d'une perfidie, vous vous révoltez contre elle au lieu de voir que son ressentiment ne vous indigne que parce que vous êtes incapable d'en éprouver un d'aussi profond. Ou que vous ne faites presque aucun cas de la vertu des femmes. Avez-vous un peu réfléchi sur les sacrifices que Madame de la Pommeraye avait faits au marquis ? Je ne vous dirai pas que la bourse lui avait été ouverte en toute occasion, et que pendant plusieurs années, il n'y avait eu d'autres maisons, d'autres tables que la sienne. Cela vous ferait hocher de la tête. Mais elle s'était assujettie à toutes ses fantaisies, à tous ses goûts, pour lui plaire. Elle avait renversé le plan de sa vie. Elle jouissait de la plus haute considération dans le monde, par la pureté de ses mœurs, et elle s'était rabaissée sur la ligne commune. On dit d'elle alors qu'elle eut agréé l'hommage du marquis des Arcis. Enfin, cette merveilleuse Madame de la Pommeraye s'est faite donc une d'entre nous. Elle avait remarqué autour d'elle les souris ironiques, elle avait entendu les plaisanteries, et souvent elle en avait rougi et baissé les yeux. Elle avait avalé tout le calice de l'amertume préparé aux femmes, dont la conduite réglée a fait trop longtemps le satire, des mauvaises mœurs et de celles qui les entourent. Elle avait supporté tout l'éclat scandaleux par lequel on se venge des imprudentes, bégueules, qui affichent de l'honnêteté. Elle était vaine, et elle serait morte de douleur plutôt que de promener dans le monde, après la honte de la vertu abandonnée, le ridicule d'une délaissée. Elle touchait au moment où la perte d'un amant ne se répare plus. Tel était son caractère, que cet événement l'a condamnée à l'ennui et à la solitude. Un homme empoignarde un autre pour un geste, pour un démenti. Et il ne sera pas permis à une honnête femme perdue, déshonorée, trahie, de jeter le traître entre les bras d'une courtisane. Ah, lecteur, vous êtes bien léger dans vos éloges et bien sévère dans votre blâme. Mais me diriez-vous, c'est encore plus la manière que la chose que je reproche à la marquise, oui. Je ne me fais pas un ressentiment d'une si longue tenue à un tissu de fourberies, de mensonges qui dure près d'un an. Ni moi non plus, ni Jacques, ni son maître, ni l'hôtesse. Mais vous pardonnez tout à un premier mouvement. Et je vous dirais que si le premier mouvement des autres est court, celui de Madame de la Pommeraye et des femmes de son caractère est long. Leur âme reste quelquefois toute leur vie comme au premier moment de l'injure. Et quel inconvénient, quelle injustice y a-t-il à cela ? Je n'y vois que des trahisons moins communes, et j'approuverais fort une loi qui condamnerait aux courtisanes celui qui aurait séduit et abandonné une honnête femme. L'homme commun aux femmes communes. Tandis que, je dis certes, le maître de Jacques ronfle comme s'il m'avait écouté. Et Jacques, à qui les muscles des jambes refusaient le service, rôde dans la chambre en chemise de pieds nus, culbute tout ce qu'il rencontre et réveille son maître qui lui dit d'entre ses rideaux « Jacques, t'es ivre !»« Bon, peu s'en faut. Bon, à quelle heure as-tu résolu de te coucher ?»« Tout à l'heure, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Dans cette bouteille. Dans cette bouteille, un reste qui s'éventrait. J'en ai horreur, les bouteilles en vidange. Cela me faudrait pas davantage pour m'empêcher de fermer l'œil. Notre hôtesse est, par ma foi, une excellente femme, et son vin de champagne, un excellent vin. Ce serait dommage de le laisser éventer. Le voilà bientôt couvert. Il ne s'éventera plus. Et tout en balbutiant, Jacques, en chemise et pieds nus, avait sablé 2 ou 3 rasades sans ponctuation, comme il s'exprimait, c'est-à-dire de la bouteille au verre, du verre à la bouche. Il y a 2 versions sur ce qui suivit après qu'il eut éteint les lumières. Les uns prétendent qu'il se mit à tâtonner le long des murs sans pouvoir retrouver son lit et qu'il disait « Ah, ma foi, il n'y est plus, ou s'il y est, il est écrit là-haut que je ne le retrouverai pas. » Bon, dans l'un et dans l'autre cas, il faut s'en passer. Et qu'il prit le parti de s'étendre sur des chaises. D'autres, qu'il était écrit là-haut qu'il s'embarrasserait les pieds dans les chaises, qu'il tomberait sur le carreau et qu'il y resterait. De ces 2 versions, demain, après-demain, vous choisirez, à tête reposée, celle qui vous conviendra le mieux. Nos 2 voyageurs, qui s'étaient couchés tard et la tête un peu chaude de vin, dormirent la grasse matinée.
Jacques, à terre ou sur des chaises, selon sa version que vous aurez préférée, son maître plus à l'aise dans son lit. L'hôtesse monta et leur annonça que la journée ne serait pas belle, mais que quand le temps leur permettrait de continuer leur route, ils risqueraient leur vie ou seraient arrêtés par le gonflement des eaux du ruisseau qu'ils auraient à traverser, et que plusieurs hommes, de cheval, qui n'avaient pas voulu l'en croire, avaient été forcés de rebrousser chemin. Le maître dit à Jacques : « Jacques, mais que ferons-nous » Jacques répondit : « Nous déjeunerons d'abord avec notre hôtesse, ce qui nous avisera. » L'hôtesse jura que c'était sagement pensé. Alors on servit le déjeuner. L'hôtesse ne demandait pas mieux que d'être gaie. Le maître de Jacques s'y serait prêté. Mais Jacques commençait à souffrir. Il mangea de mauvaise grâce. Il but peu, il se tut. Ce dernier symptôme était surtout fâcheux. C'était la suite de la mauvaise nuit qu'il avait passée et du mauvais lit qu'il avait eu. Il se plaignait de douleurs dans les membres. Sa voix rauque annonçait un mal de gorge. Son maître lui conseilla de se coucher. Il n'en voulut rien faire. L'hôtesse lui proposait une soupe à l'oignon. Il demanda qu'on fît du feu dans la chambre, car il ressentait du frisson, qu'on lui préparât de la tisane et qu'on lui apportât une bouteille de vin blanc. Ce qui fut exécuté sur le champ. Voilà l'hôtesse partie, et Jacques en tête à tête avec son maître. Celui-ci allait à la fenêtre, disait « Quel diable de temps !» Regardait à sa montre, car c'était la seule en qui il eût confiance. Quelle heure il était ? Prenait sa prise de tabac, recommençait la même chose d'heure en heure, s'écriant chaque fois « Quel diable de temps !» et se tournant vers Jacques et en ajoutant « La belle occasion pour reprendre et achever l'histoire de tes amours. Mais on parle mal d'amour et d'autre chose quand on souffre. Vois, tâte-toi, vois si tu peux continuer, continue. Sinon, bois ta tisane et dors. » Jacques prétendit que le silence lui était malsain, qu'il était un animal jaseur et que le principal avantage de sa condition, celui qui le touchait le plus, c'était la liberté de se dédommager des 12 années de bâillon qu'il avait passées chez son grand-père, à qui Dieu fasse miséricorde. Le maître : « Parle donc, puisque cela nous fait plaisir à tous les deux. T'en étais à je ne sais quelle proposition malhonnête de la femme du chirurgien. Il s'agissait, je crois, de l'expulser, ou d'expulser celui qui servit au château et d'y installer son mari. » Jacques : « Mi v'là, mais un moment, s'il vous plaît. Humecton. » Jacques remplit un grand gobelet de tisane, y versa un peu de vin blanc et l'avala. C'était une recette qu'il tenait de son capitaine et que M. Tissot, qui la tenait de Jacques, raccommode dans son traité des maladies populaires. Le vin blanc, disait Jacques et M. Tissot, fait pisser et diurétique, corrige la fadeur de la tisane et soutient le ton de l'estomac et des intestins. Son verre de tisane bu, Jacques continua. « Me voilà sorti de la maison du chirurgien, monté dans la voiture, arrivé au château et entouré de tout ce qui l'habitait. Oh » Le maître : « Est-ce que t'étais reconnu ?»« Ah, Jacques, assurément. Vous vous rappeliez, vous, la certaine femme à la cruche d'huile ?» Le maître : « Fort bien. » Jacques : « Cette femme était la commissionnaire de l'intendant de ses domestiques. Jeanne avait prôné dans le château l'acte de commisération que j'avais exercé envers elle. Ma bonne œuvre était devenue aux oreilles de mon maître. On ne lui avait pas laissé ignorer les coups de pied et de poing dont elle avait été récompensée la nuit sur le grand chemin. Il avait ordonné qu'on me découvrît et qu'on me transportât chez lui. M'y v'là. On me regarde, on m'interroge, on m'admire. Jacques m'embrassait et me remerciait. Qu'on le loge commodément, disait le maître à ses gens, et qu'on le laisse manquer de rien. Au chirurgien de la maison, vous le visiterez assidûment. Et tout fut exécuté point en point. Eh bien, mon maître, qui sait ce qui est écrit là-haut ? Qu'on dise à présent que c'est bien ou mal de faire donner son argent, que c'est un malheur d'être assommé. Sans ces deux événements, Monsieur Desglands n'aurait jamais entendu parler de Jacques. Le maître. Monsieur Desglands, seigneur de Miremont, c'est au château de Miremont que t'es. Chez mon vieil ami, Monsieur Desforges, l'intendant de la province. Jacques. Tout juste. Et la jeune brune, à la taille légère, aux yeux noirs. Et Denise, la fille de Jeanne. Et elle-même. Oh, le maître. Tu as raison. T'as raison. C'est une des plus belles et des plus honnêtes créatures qu'il y ait 20 lieues à la ronde. Moi et la plupart de ceux qui fréquentaient le château de Desglands avaient tout mis en œuvre inutilement pour la séduire. Et il n'y avait pas un de nous qui n'eût fait de grandes sottises pour elle.
à condition d'en faire une petite pour lui. Jacques, cessant ici de parler, son maître lui dit « À quoi penses-tu? Mais que fais-tu » Jacques « Je fais ma prière. » Le maître « Est-ce que tu pries ?»« Ouais, quelquefois, ouais. » Et ben, que dis-tu? Alors je dis toi qui as fait le grand rouleau, quel que tu sois, et dont le doigt a tracé toute l'écriture qui est là-haut, tu as su de tous les temps et qu'il me fallait que ta volonté soit faite, amen. Est-ce que franchement tu ne ferais pas aussi bien de te taire? Jacques ah, peut-être que oui, peut-être que non. Je prie à tout hasard, et quoi qu'il m'advint, je ne m'en réjouirais ni ne m'en plaindrais. Et si je me possédais, mais c'est que je suis inconséquent et violent, que j'oublie mes principes et les leçons de mon capitaine, et que je ris et pleure comme un sot. Le maître. Est-ce que ton capitaine ne pleurerait point, ne riait jamais? Jacques. Rarement. Rarement. Jeanne m'emmena sa fille un matin, et s'adressant d'abord à moi, elle me dit « Monsieur, vous voilà dans un beau château, où vous serez un peu mieux que chez votre chirurgien. Dans les commencements surtout, oh, vous serez soigné à ravir. » Mais je connais les domestiques. Il y a assez longtemps que je le suis. Peu à peu, leur beau zèle se ralentira. Les maîtres n'y penseront plus. Et si votre maladie dure, vous serez oublié, mais si parfaitement oublié, que s'il vous prenait fantaisie de mourir de faim, ça vous réussirait. Puis se tournant vers sa fille. Bon, écoute, Denise, lui dit-elle, je veux que tu visites cet honnête homme-là 4 fois par jour. Le matin, à l'heure du dîner, sur les 5 heures et à l'heure du souper. Je veux que tu lui obéisses comme à moi. Voilà ce qui est dit et n'y manque pas. Le maître. Mais sais-tu ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur Desglands? Jacques. Non, monsieur. Non, mais si les souhaits que j'ai faits pour sa prospérité n'ont pas été remplis, ce n'est pas faute d'avoir été sincère. C'est lui qui me donna au commandeur de la Boulay, qui périt en passant à Malte. C'est le commandeur de la Boulay qui me donna à son frère aîné le capitaine, qui est peut-être mort à présent de la fistule. Ah, c'est ce capitaine qui me donna à son frère, le plus jeune, l'avocat général de Toulouse, qui devint fou et que la famille fit enfermer. Ah, c'est monsieur Pascal, avocat général de Toulouse, qui me donna au comte de Tourville, qui aima mieux laisser croire sa barbe sous un habit de capucin que d'exposer sa vie. Et c'est le comte de Tourville qui me donna à la marquise de Bellois, qui s'est sauvée à Londres pour un étranger. Et c'est la marquise du Bellois qui me donna à un de ses cousins qui s'est ruiné avec les femmes et qui a passé aux îles. Et c'est ce cousin-là qui me recommanda à monsieur Hérisson, usurier de la profession, qui fait valoir l'argent de monsieur Bellois. Jacques a été fait pour vous. Et vous fûtes fait pour Jacques. Le maître. Ah mais Jacques, t'as parcouru bien des maisons, mais en assez peu de temps. Jacques. Il est vrai, on m'a renvoyé quelquefois. Le maître, pourquoi? Jacques, c'est que je suis né bavard et que tous ces gens-là voulaient qu'on se tue. Ce n'était pas comme vous me remercieriez demain si je me taisais. J'avais tout juste le vice qui vous convenait. Mais qu'est-ce que donc est arrivé à monsieur Desglands? Dites-moi cela, tandis que je m'apprêtais à un coup de tisane. Le maître, t'as demeuré dans ton château et tu n'as jamais entendu parler de son emplâtre? Non? Bah, cette aventure-là sera pour la route. Allez, l'autre est courte. Il avait fait sa fortune au jeu. Il s'attacha à une femme que tu auras pu voir dans son château, femme d'esprit, mais sérieuse, taciturne, originale et dure. Bon, cette femme lui dit un jour, « Ou vous m'aimez mieux que le jeu, et en ce cas, donnez-moi votre parole d'honneur que vous ne jouerez jamais, ou vous aimez mieux le jeu que moi, et en ce cas, ne me parlez plus de votre passion et jouez tout ce qu'il vous plaira. » Desglands donna sa parole d'honneur qu'il ne jouerait plus. Ni gros ni petit jeu, hein? Ah, ni gros ni petit. Il y a environ 10 ans qu'ils vivaient ensemble dans le château que tu connais, lorsque Desglands, appelé à la vigne par une affaire d'intérêt, eut le malheur de rencontrer chez son notaire une de ses anciennes connaissances de Brelan, qui l'entraîna à dîner dans un tripot où il perdit en une seule séance tout ce qu'il possédait. Sa maîtresse fut inflexible et se sépara de lui pour toujours. Jacques, oh, j'en suis fâchée. Bon, j'en suis fâchée. C'était un galant homme. Maître, le maître, comment va la gorge? Mal. Le maître, c'est que tu parles trop et que tu bois pas assez. Jacques, ben c'est que j'aime pas la tisane et que j'aime à parler. Le maître, eh bien, Jacques, te voilà chez Desglands, près de Denise. Et Denise autorisée par sa mère à te faire au moins 4 visites par jour. Oh, la coquine, préférée en Jacques.
Jacques, monsieur est un homme comme un autre, hein. Le maître, non mais Jacques, tu te trompes. Un Jacques n'est point un homme comme un autre. Jacques, bon, c'est quelquefois mieux qu'un autre. Le maître, Jacques, vous vous oubliez. Reprenez l'histoire de vos amours et souvenez-vous que vous n'êtes et que vous ne serez jamais qu'un Jacques. Si dans la chaumière où nous trouvâmes les coquins, Jacques n'avait pas valu un peu mieux que son maître, le maître, Jacques, vous êtes insolent, hein, vous abusez de ma bonté. Et si j'ai fait la sottise de vous tirer de votre place, je saurais bien vous y remettre. Jacques, prenez votre bouteille et votre coquemar, hein, et descendez là-bas. Jacques, cela vous plaît à dire, monsieur, je me trouve bien ici et je descendrai pas là-bas. Jacques, je suis sûre que vous ne dites pas vrai. Comment, monsieur, après m'avoir accoutumé pendant 10 ans à vivre de père à compagnon, le maître, il me plaît que cela cesse. Jacques, après avoir souffert toutes mes impertinences, le maître, je ne veux plus souffrir. Jacques, après m'avoir fait asseoir à table à côté de vous, m'avoir appelé votre ami, le maître, vous ne savez pas ce que c'est que le nom d'ami donné à un supérieur à son subalterne. Jacques, quand on sait que tous vos ordres ne sont que des clous à soufflet, qu'ils n'ont été ratifiés par Jacques, après avoir si bien accolé votre nom au mien, que l'un ne va jamais sans l'autre et que tout le monde dit Jacques et son maître, tout à coup il vous plaira de les séparer. Non, monsieur, cela ne sera pas. Hein, il est écrit là-haut que tant que Jacques vivra, que tant que son maître vivra, et même après qu'ils seront morts tous les deux, on dira Jacques et son maître. Le maître, oui, ouais, ben je dis Jacques et vous descendez. Et que vous descendrez même sur le champ parce que je vous l'ordonne. Jacques, monsieur, commandez-moi toute autre chose si vous voulez que je vous obéisse. Oh, ici, le maître de Jacques se leva, le prit à la boutonnière et lui dit gravement « Descendez !» Jacques lui répondit froidement « Je ne descendrai pas. » Le maître le secoua fortement, lui dit « Descendez, Maroufle, obéissez-moi !» Jacques lui répliqua froidement « Maroufle, tant qu'il vous plaira, mais le Maroufle ne descendra pas. Tenez, monsieur, ce que j'ai à la tête, comme on dit, je n'ai pas au talon. Hein, vous vous échauffez inutilement, Jacques restera là où il est et il ne descendra pas. » Et puis, Jacques et son maître, après s'être modérés jusqu'à ce moment, s'échappent tous les deux à la fois et se mettent à crier à tue-tête « Tu descendras, je descendrai pas, tu descendras, je descendrai pas !» À ce bruit, l'hôtesse monta et s'informa de ce que c'était. Mais ce ne fut pas dans le premier instant qu'on lui répondit. On continua à crier « Tu descendras, je descendrai pas !» Ensuite, le maître, le cœur gros, se promenant dans la chambre, disait en grommelant « Attends, j'ai jamais rien vu de pareil !» L'hôtesse ébahie est debout. « Eh bien, messieurs, eh bien, mais de quoi s'agit-il » Jacques, sans s'émouvoir à l'hôtesse, « C'est mon maître à qui la tête tourne, il est fou, il est fou !» Le maître, « C'est bête que tu veux dire, Jacques. C'est tout comme il vous plaira. » Le maître à l'hôtesse, « L'avez-vous entendu, l'hôtesse ? Il a tort, mais la paix, parlez l'un à l'autre, et que je sache ce dont il s'agit. » Le maître à Jacques, « Parle, Maroufle !» Mais parlez vous-même. Bon, allons, monsieur Jacques, parlez, votre maître vous l'ordonne, après tout. Un maître est un maître. Jacques expliqua la chose à l'hôtesse. L'hôtesse, après avoir entendu, leur dit « Messieurs, voulez-vous accepter pour arbitre ? Enfin, m'accepter pour arbitre. » Jacques et son maître, tous les deux à la fois « Très volontiers, notre hôtesse. » L'hôtesse « Et vous vous engagez d'honneur à exécuter ma sentence. »« D'honneur. » Alors, l'hôtesse, s'asseyant sur la table et prenant le ton et le maintien d'un grave magistrat, dit « Oui, la déclaration de monsieur Jacques est d'après des faits tendant à prouver que son maître est un bon, un très bon, un trop bon maître, et que Jacques n'est point un mauvais serviteur, quoique un peu sujet à confondre la possession absolue et inamovible avec la concession passagère et gratuite. J'annule l'égalité qui s'est établie entre eux par le laps de temps et la récrée sur le champ. Jacques descendra, et quand il aura descendu, il remontera. Il rentrera dans toutes les prérogatives dont il a joué jusqu'à ce jour. Son maître lui tendra la main et lui dira d'amitié « Bonjour Jacques, je suis bien aise de vous voir. » Jacques lui répondra « Et moi, monsieur, je suis enchanté de vous retrouver. Et je défends qu'il soit jamais question entre eux de cette affaire et que la prérogative de maître et de serviteur soit agitée à l'avenir. Voulons que l'un ordonne et que l'autre obéisse, chacun de son mieux. Et qu'il soit laissé, entre ce que l'on peut et ce que l'autre doit, la même obscurité que ci-devant.
en achevant ce prononcé, qu'elle avait pillé dans quelque ouvrage du temps, publié à l'occasion d'une querelle toute pareille, où l'on l'avait entendu d'une des extrémités du royaume à l'autre, le maître criait à son serviteur. « Tu descendras !» Le serviteur criait de son côté. « Je descendrai pas. » « Bon, allons, dit-elle à Jacques. « Vous, donnez-moi le bras sans parler davantage. » Jacques s'écria douloureusement. « Il était donc écrit là-haut que je descendrais, hein ?» L'hôtesse à Jacques. « Il était écrit là-haut, oui, qu'au moment où l'on prend maître, on descendra, on montera, on avancera, on reculera, on restera, et sans cela, qu'il soit jamais libre aux pieds de se refuser aux ordres de la tête. Qu'on me donne le bras et que mon ordre s'accomplisse. » Jacques donna le bras à l'hôtesse, mais à peine eurent-ils passé le seuil de la chambre que le maître se précipita sur Jacques et l'embrassa. Quitta Jacques pour embrasser l'hôtesse et les embrassa l'un et l'autre, il disait « Il est écrit là-haut que je ne me déferai jamais de cet original-là, et que tant que je vivrai, il sera mon maître et que je serai son serviteur. » L'hôtesse ajouta « Et qu'à vue de pays, vous ne vous en trouverez pas plus mal tous les deux. » L'hôtesse, après avoir apaisé cette querelle, qu'elle prit pour la première et qui n'était que la centième de la même espèce, et réinstallé Jacques à sa place, s'en alla à ses affaires, et le maître dit à Jacques « À présent que nous voilà de sang-froid et en état de juger sainement, ne conviendras-tu pas ?» Jacques, je conviendrai que quand on est donné sa parole d'honneur, il faut la tenir. Et puisque nous avons promis au juge, sur notre parole d'honneur, de ne pas revenir sur cette affaire, il n'en faut plus parler. Tu as raison. Jacques, mais sans revenir sur cette affaire, ne pourrions-nous pas en prévenir sans autre par quelque arrangement raisonnable? Le maître, j'y consens. Jacques, stipulons 1. Qu'attendu qu'il est écrit là-haut que je vous suis essentiel et que je sens que je sais que vous ne pouvez pas vous passer de moi, j'abuserai de ces avantages toutes et quante fois que l'occasion s'en présentera. Mais Jacques, on n'a jamais rien stipulé de pareil. Jacques, stipulé ou non stipulé, cela fait de tous les temps, se fait aujourd'hui et se fera tant que le monde durera. Croyez-vous que les autres n'aient pas cherché comme vous à se soustraire à ce décret et que vous serez plus habile qu'eux? Défaites-vous de cette idée et soumettez-vous à la loi d'un besoin dont il n'est pas en votre pouvoir de vous affranchir. Stipulons, number 2, qu'attendu qu'il est aussi impossible à Jacques de ne pas connaître son ascendant et sa force sur son maître, qu'à son maître de méconnaître sa faiblesse et de se dépouiller de son indulgence. Il faut que Jacques soit insolent et que pour la paix, son maître ne s'en aperçoive pas. Tout cela s'est arrangé à notre insu. Tout cela fut scellé là-haut au moment où la nature fit Jacques et son maître. Il fut arrêté que vous auriez les titres et que j'aurais la chose. Si vous vouliez vous opposer à la volonté de nature, vous n'y feriez que de l'eau claire. Mais à ce compte, ton lot vaudrait mieux que le mien. Qui vous le dispute? Mais à ce compte, je n'ai qu'à prendre ta place et te mettre la mienne. Savez-vous ce qui en arriverait? Vous y perdriez le titre et vous n'auriez pas la chose. Restons comme nous sommes. Nous sommes fort bien, et que le reste de notre vie soit employé à faire un proverbe. Quel proverbe? Nous serons les premiers dont on l'aura dit, mais on le répétera de 1000 autres qui valent mieux que vous et moi. Cela me semble dur, très dur, Jacques. Mon maître, mon cher maître, vous allez regimber contre un aiguillon qui n'en piquera que plus vivement. Voilà donc qu'il est convenu entre vous. Le maître. Et que fait notre consentement à une loi nécessaire? Beaucoup. Croyez-vous qu'il soit inutile de savoir une bonne fois, nettement, clairement à quoi s'en tenir? Toutes nos querelles ne sont venues jusqu'à présent que parce que nous n'étions pas encore bien dits. Vous que vous appelleriez mon maître et que c'est moi qui serai le vôtre. Mais voilà qui est entendu. Et nous n'avons plus qu'à cheminer en conséquence. Mais où diable as-tu appris tout cela, Jacques? Dans le grand livre. Ah, mon maître, on a beau réfléchir, méditer, étudier dans tous les livres du monde, on n'est jamais qu'un petit clerc quand on n'a pas lu dans le grand livre. Et on va s'arrêter là sur cette belle phrase à méditer. Je vous retrouve, moi, très bientôt pour la suite de Jacques le Fataliste. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, évidemment, si vous partez travailler, ou une très belle nuit si vous allez vous coucher. Merci beaucoup et à très bientôt sur D8. Salut!